les métiers de la santé, avec un focus très fort sur l'appareillage médical, un secteur important de ce monde professionnel de la santé. Donc permettez-moi, avant d'introduire mes invités, Madame Monique Borel, j'ai essayé de préparer très rapidement vos petits bios. Donc, vous êtes la secrétaire générale du SNITEM, le syndicat national de l'industrie des technologies médicales, qui représente les entreprises du dispositif médical et qui compte aujourd'hui plus de 550 entreprises adhérentes, dont 90% de petites et moyennes entreprises. Voilà. Voilà. Donc, lorsque je vous ai eu au téléphone, vous avez été très enthousiaste pour présenter aujourd'hui les entreprises que le SNITEM représente. Toujours, voilà. Vous êtes secrétaire général enthousiaste. Et surtout, nous présenter les évolutions et les besoins inhérents de techniciens qui répondant aux attentes industrielles de votre secteur par la qualité de la formation du bachelor universitaire de technologie en cours de construction dans nos instituts. Monsieur Per Erwin Westphal. Vous êtes juriste de formation, spécialisé en droit social et en éthique des affaires, diplômé de l'Université de Cergy, et vous avez réalisé une partie de votre parcours universitaire en alternance, et vous revendiquez aujourd'hui l'intérêt de l'alternance pour son élargissement des compétences acquises par l'étudiant en termes comportementaux et relationnels. Vous êtes aujourd'hui responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise Fujifilm France et en charge des relations sociales. Vous nous parlerez de vos processus de recrutement en insistant sur l'intérêt de l'alternance qui est au sein de bachelor d'une importance également très importante. Monsieur Christophe. Bonjour. Donc vous êtes pharmacien de formation. C'est ça. Voilà, diplôme que vous avez complété avec un MBA de Sud de Paris. Donc vous avez travaillé au sein de grands groupes comme Eli Lilly, ça me parle, comme Johnson & Johnson. Et vous occupez aujourd'hui un poste important au sein d'une société américaine, Integra Life Sciences, spécialisée dans la neurochirurgie et la technologie des tissus avec l'objectif d'apporter des solutions innovantes aux neurochirurgiens. Vous avez la responsabilité du site international basé à Lyon et d'un site de production à Sophia Antipolis. Peut-être plus. Non. Ça va. C'est déjà pas mal. Vous allez nous parler aujourd'hui des besoins métiers, de leur évolution et des difficultés à recruter des profils adaptés à ces besoins d'aujourd'hui et de demain. Et M. Cuillère, vous êtes titulaire d'un DUT, obtenu à l'IT de Toulouse, et vous avez poursuivi vos études avec l'obtention d'un diplôme d'ingénieur à l'ENSET de Toulouse également. Votre expérience professionnelle se forge au sein de l'unité de production dans différentes entreprises comme 3D+, Sagem ou encore Olympus. Et vous occupez aujourd'hui la responsabilité du site de Rungis spécialisé dans la maintenance et la réparation d'appareillages de haute technicité. Vous m'avez dit qu'en recherche continue de techniciens qualifiés pour répondre à vos besoins industriels. Vous nous présenterez ces besoins et vous nous direz ce que vous attendez des futurs diplômés du but de notre bachelor universitaire de technologie, que vous embaucherez en insistant sur les compétences attendues. Voilà. Donc, je vous propose de commencer la présentation en vous appuyant. Oui, si, ça marche. Attendez, vous voulez que je le fasse, peut-être? Hop là. C'est peut-être ça, plutôt. Attendez, il y a on. Plus de piles. Sinon, je le fais manuellement. Merci. Comment je fais? D'accord. Bien, bonjour à tous. Donc encore une fois, je suis Monique Borel, secrétaire générale du SNITEM. Donc juste un petit mot sur le SNITEM. Donc c'est un syndicat professionnel qui
représente aujourd'hui 560 entreprises adhérentes. Donc on est la première organisation professionnelle de ce secteur-là. 90% de représentation de PME, une équipe de 36 collaborateurs. Sur les produits, les secteurs dont je vais vous parler tout à l'heure, on est assez représentatif puisqu'on est entre 85 et 100% de représentativité selon les secteurs. Et puis les caractéristiques de ce secteur, c'est que vous avez des PME, des TPE, des start-up, mais vous avez aussi des filiales de grands groupes. Et le rôle du SNITEM, c'est de les regrouper, de les représenter auprès des pouvoirs publics, d'être une force d'action et d'influence, et aussi de défendre leurs intérêts économiques, de les informer sur la réglementation, parce que vous le verrez, vous en parleront aussi, les personnes qui sont autour de la table, on a une réglementation assez importante pour mettre sur le marché un dispositif médical. Et puis notre rôle, c'est de communiquer aussi, de faire connaître les entreprises, leurs produits, les innovations qui sont présentes dans ce secteur. Et on a développé aussi, vous le verrez, j'ai fait quelques slides là-dessus, des outils d'information vers les jeunes, les étudiants, pour leur faire connaître les métiers qui sont présents dans ce secteur. Donc qu'est-ce qu'un dispositif médical ? Alors là, c'était une table ronde sur les industries de santé au départ, donc il devait y avoir aussi la pharma. Donc dans les industries de santé, vous avez l'industrie pharmaceutique avec les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. Vous avez aussi tout ce qui est diagnostic in vitro, et puis vous avez le dispositif médical. Donc en termes de produits, c'est très large. Bon, il y a une définition qui est donnée par le Code de la santé publique suite à une réglementation qui a été mise en place en 1993, puisqu'il y a une directive européenne qui régit ces produits-là. Mais en gros, un DM, c'est un produit de santé qui va permettre de prévenir, diagnostiquer, contrôler, atténuer, compenser, remplacer, traiter une blessure, une maladie, un handicap, un organe, une fonction physiologique. Et ces produits, qui sont pléthoriques, se retrouvent évidemment au domicile, pour beaucoup à l'hôpital public, clinique privée, dans les EHPAD, chez les professionnels de santé, dans les cabinets de spécialistes, de généralistes. Là, je vous ai mis une photo de la diversité des produits. Donc ça va du pansement de la canne anglaise jusqu'au scanner, l'endoscope, l'implant. Donc c'est extrêmement large. Et on dit que le DM souvent est un opérateur dépendant par rapport aux professionnels de santé ou aux patients qui l'utilisent. Sur les données macro un peu économiques, donc le secteur du DM dans le monde, c'est 425 milliards d'euros. Marché européen qui en représente 115 milliards. 675 000 employés en Europe, dont 27 000 fabricants. Encore une fois, 95% de PME. Et vous voyez que la France, en termes d'effectifs, on se situe en 3e position après l'Allemagne et le Royaume-Uni, puisqu'on regroupe 88 000 personnes effectives en France sur ce secteur. Alors, un petit focus seulement sur la France. Donc, je disais 88 000 personnes qui travaillent dans les entreprises. C'est 1444 entreprises qui fabriquent et commercialisent le dispositif médical en France. Un chiffre d'affaires de 30 milliards à peu près, 93% de PME encore une fois. Une dynamique à l'export avec 10 milliards de chiffre d'affaires à l'export. Et 91% de fabricants exclusifs. Alors, vous avez vu effectivement, l'origine des technologies sont très diverses. Vous avez de la métallurgie, de l'électronique, de la chimie, du textile, de la plasturgie, voire de la chimie. Donc, en fait, on n'est pas une branche par rapport à la pharma. On est une multitude de branches et on n'a pas de convention collective dédiée au dispositif médical. Ce qui fait que les entreprises relèvent d'à peu près d'une quinzaine de conventions collectives différentes. L'implantation sur le territoire des entreprises, donc vous allez voir qu'il y a effectivement, on est présent un peu partout, mais effectivement, il y a 2 régions qui se détachent en termes de bassin, surtout industriel, c'est le Rhône-Alpes, avec une grande tradition mécanique, des implants, du mobilier, mais aussi un bassin textile médical stéphanois. Et puis la région parisienne, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de sièges sociaux qui sont là, moins de quelques petites unités de fabrication sur des PME, mais c'est plus rare. Et puis ensuite, on est un peu partout, notamment en PACA, dans les Hauts-de-France et le Grand Est, et puis aussi sur l'Occitanie. Vous dire aussi que sur les entreprises qui composent ce secteur, 80% sont d'origine française ou européenne, voilà, avec notamment une forte présence de l'Allemagne au niveau de l'Europe.
et qu'elles investissent à peu près 7% de leur chiffre d'affaires dans la R&D. Donc elles mettent en place des partenariats publics-privés. 63% des entreprises ont des activités de R&D et 13% exclusivement actives en R&D, notamment les startups qui viennent de plus en plus sur ce secteur-là, surtout celles qui sont sur le numérique en santé, qui n'ont pas une culture vraiment santé, mais qui viennent avec des applications mobiles, voire des systèmes de télémédecine, et qui viennent beaucoup sur ce secteur-là. Voilà, la sous-traitance aussi, voilà, on a un marché de la sous-traitance qui est important en France. On a fait une enquête récemment, vous dire qu'il y a 650 entreprises qui sont sous-traitantes actives partiellement ou exclusivement sur le secteur du dispositif médicaux. Donc globalement, elles représentent 9 milliards de chiffre d'affaires et 86 000 emplois. Et sur ces chiffres-là, il y a 2 milliards donc, de chiffres d'affaires qui sont réalisés exclusivement dans le médical, donc soit 25% du chiffre d'affaires. Et les emplois qui sont affectés au médical, c'est environ 15 000 personnes. Et donc ça, c'est en France. Et on a une majorité, effectivement, de sous-traitants en France. Il y a les cœurs de métier, vous allez voir, ils sont très larges. Il y a évidemment la mécanique, la plasturgie, l'électronique, les matériaux. Ceux qui viennent en priorité, effectivement, c'est la mécanique, la plasturgie et l'électronique. Alors, c'est un secteur porteur d'emploi, mais je pense que les témoins qui sont là vous le diront, sur tout le territoire. Alors là, ce sont les résultats d'un panorama que l'on a fait. Il n'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment des données un peu générales. Vous dire qu'on est sur un secteur avec une parité qui est assez importante, hein, puisqu'on a 45% de femmes et 55% d'hommes. Et comme vous le voyez, sur les Bac plus 2, Bac plus 3, on est à 31% de représentation, avec pas mal aussi de poursuites d'études en Bac plus 4, 6. Sur les difficultés de recrutement, les entreprises qui ont répondu ont dit qu'en majorité, effectivement, on est sur la recherche de cadres réglementaires parce que pour commercialiser un DM, le préalable, c'est d'avoir un marquage CE médical qui est régi donc qui a été mis en place par une réglementation très forte. Et ce marquage CE a vu ses exigences considérablement renforcées dans le cadre de nouveaux règlements qui est mis en application depuis 2021. Et pour avoir la délivrance de ce certificat, les entreprises doivent être accréditées par un organisme notifié qui est désigné par les autorités compétentes. Et aujourd'hui, il y a un goulot d'étranglement parce qu'il y a 27, je crois que c'est 28 maintenant ON qui sont désignés. On devrait être à peu près 80. Donc les entreprises ont beaucoup de peine à mettre en place la nouvelle réglementation et les exigences sont très très importantes. Et donc elles ont besoin, parce que ce nouveau règlement met en place aussi dans les textes une personne chargée de veiller au respect de la réglementation, qu'on appelle une PCV2R. Donc les entreprises, pour la plupart, ont besoin de cette personne-là, mais ont aussi besoin d'équipes réglementaires pour pouvoir être en place pour ce nouveau règlement. Évidemment, des profils techniques ouvriers. Alors pour les entreprises qui fabriquent, on note aussi des profils de manque d'opérateurs ou des profils de techniciens de maintenance, production, mais aussi itinérants, clients. Tout ce qui touche à la vente, au marketing, avec une recherche beaucoup de commerciaux, et puis des cadres pour 27% en recherche et développement. Voilà, vous dire aussi, mais je vais passer vite, qu'on a fait une cartographie des métiers au SNITEM. Alors évidemment, elle n'est pas non plus exhaustive, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le DM. On a essayé de se focaliser sur des grandes familles de métiers. Donc c'est une cartographie que l'on peut retrouver sur notre site internet qui sera mis à jour au mois de septembre. Donc c'est à peu près, ça décline toute la chaîne de valeur du DM, de la supply chain, la R&D, la maintenance, qualité affaires réglementaires, marketing, vente, commercialisation, SAV, installation, formation. Est-ce que le plus par rapport à l'industrie pharma, c'est ces métiers de SAV, installation, formation, parce qu'il faut accompagner notamment les professionnels de santé à l'utilisation de ces produits. Et puis on a une grande famille évidemment qui se dessine et qui prend beaucoup de place maintenant, qui est les IT, tout ce qui est IT et puis data, puisque la gestion des données devient très importante dans le secteur aussi. Voilà, alors je fais un peu de pub sur nos outils, j'en profite. Donc on a un site internet où il y a un espace emploi, où donc candidats, recruteurs peuvent passer leurs annonces, tout ce qui est stage et alternance aussi. Une cartographie dont je vous ai parlé qui va être mise à jour prochainement. Nous avons des fiches métiers aussi, qui sont accessibles pour les jeunes. Des vidéos métiers qui présentent à peu près une vingtaine, des professionnels du secteur qui présentent leur métier. Et puis on a un document qui s'appelle le Zoom des métiers. Là aussi, ce sont des 20 témoignages de professionnels de secteur sur toute la chaîne de valeur du DM que l'on a fait
en 2020 en partenariat avec l'ONICEP. Et donc, il est utilisé dans tous les CIO et on a des exemplaires papier qu'on peut remettre aussi dans les écoles, dans les IUT notamment, sans aucun souci. Voilà. Et enfin, il y a d'autres documents sur les métiers du DM. Il y a un site qui s'appelle l'IMFIS, c'est l'industrie des métiers et formation des industries de santé. C'est un partenariat qu'on a fait avec le LEM et l'Union, donc les autres industries de santé, pour mettre à disposition des informations pour les jeunes sur ces métiers. On avait fait un guide APEC qui est un peu vieux, mais qui est quand même, dont les informations sont encore intéressantes. Notre panorama, que vous pouvez aussi accéder au niveau du site internet. Et enfin, on a un grand rendez-vous, c'est la 2e édition qu'on le fait, on appelle ça Mon métier dans le DM. Donc c'est un after-work digital. Donc on a lancé ça en 2021, on a eu 360 étudiants. Donc l'idée, pareil, c'est de permettre à des professionnels du secteur, vous voyez les métiers s'affichent en bas, et ils viennent pendant 15 minutes expliquer quel a été leur parcours, pourquoi ils ont fait ce choix de métier, leur mission. Et pendant 20 minutes, les jeunes peuvent poser leurs questions, soit par chat, soit audio. Donc on refait une 2e édition le 24 novembre 2022. Voilà, donc on espère qu'on aura aussi beaucoup de jeunes des IUT, sachant que les IUT, le SNITEM a des relations privilégiées surtout avec des licences professionnelles sur les métiers de technicien de maintenance. Voilà, on a à peu près 4 IUT, Marseille, Annecy, Cachan, il m'en manque un, Toulouse je crois. Voilà, où effectivement on intervient dans ces cursus pour présenter le secteur du dispositif médical. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais non, ça va. C'est parfait. Merci. Je suis assez bavard. Effectivement, monsieur Frier. Oui, si vous voulez bien intervenir. Mais avant cela, comme on est en petit comité, on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus interactif. Donc si vous avez déjà des questions à poser à Mme Borel, n'hésitez pas. Sinon, on les garde pour après. Donc, je vous laisse présenter votre entreprise, l'évolution des métiers au sein de notre entreprise et dans ce secteur d'activité, et puis commencer à parler des profils recherchés. Donc bonjour, donc moi je suis Philippe Prieur, je suis responsable production chez Olympus France. Olympus, donc c'est une société japonaise qui fabrique des endoscopes essentiellement. Après il y a tout ce qui va autour et c'est un peu plus élargi, mais on fait de l'endoscopie médicale. Donc pour tout ce qui est diagnostic essentiellement. Donc voilà, donc nous sommes un groupe japonais et qui a un maillage assez important dans le monde. Et donc nous, on est centre de réparation pour les endoscopes. Donc on emploie sur le site de Rungis une centaine de techniciens qui sont en charge de faire la réparation des endoscopes qui nous sont envoyés par nos clients. Et donc nous sommes en recherche permanente de profils de techniciens pour assurer la maintenance de ces équipements. Donc on a dit, j'allais dire métier, non, on a un seul métier, c'est technicien de production, mais en fait après voilà, il y a des techniciens plus chargés du diagnostic, d'autres plus de la réparation. Et donc la difficulté qu'on peut avoir actuellement, c'est effectivement de recruter des techniciens qui sont déjà formés ou en tout cas ouverts à ce qu'est le monde de l'entreprise. C'est les plus grosses difficultés qu'on a actuellement. On recrute beaucoup de jeunes techniciens sortis d'école, donc pas mal d'IUT, aussi des BTS. Et donc notre enjeu, parce que la formation, quand on a un nouveau technicien, on a une formation qui va durer 2 mois vraiment plein, et après pendant 6 mois on continue à l'accompagner. Donc on investit, on va dire 6 mois lorsqu'on recrute un technicien pour le rendre pleinement opérationnel sur notre métier. Et donc le but, c'est effectivement de conserver les techniciens le plus longtemps possible et de faire en sorte qu'ils soient vraiment bien intégrés dans la société. Et donc les difficultés qu'on a actuellement, c'est de recruter des techniciens jeunes qui sortent d'école et qui savent ce qu'est déjà une entreprise. Et ça, c'est le plus difficile, puisqu'on voit très bien que quand les techniciens arrivent, ils sont encore un peu dans la continuité de leur scolarité, et c'est très difficile à les intégrer dans un cadre d'entreprise où il y a des règles à respecter, il y a des droits, mais il y a beaucoup de devoirs. Et donc ça, c'est notre difficulté, c'est d'avoir des techniciens qui savent ce qu'est le monde de l'entreprise.
si j'avais un souhait, c'est effectivement que l'IUT prépare au moins, qu'il y ait des modules qui préparent les techniciens à ce qu'est l'entreprise. La première étape, puisque c'est le premier contact que j'ai avec les techniciens, c'est un entretien d'embauche. Et c'est quand même assez intéressant de voir que un jeune diplômé qui sort d'école, il ne sait pas ce qu'est un entretien d'embauche, il ne sait pas comment mener un entretien, ce qu'il doit dire. Et donc je pense qu'il y a peut-être dans la formation quelque chose à mettre en place pour les accompagner, leur dire comment on prépare un entretien d'embauche. Alors je ne sais pas si c'est fait. Moi, j'ai été diplômé en IUT en 95, donc ça commence à remonter. J'ai pas souvenir qu'à l'époque il y avait ce genre d'atelier ou en tout cas de cours qui nous permettaient de préparer un entretien, de dire ce qu'est une entreprise, etc. Donc je pense que c'est un des enjeux, c'est de recruter des techniciens qui effectivement sont déjà un peu ouverts au monde de l'entreprise. Je pourrais revenir après. D'accord. Donc, je me présente à mon tour. C'est Bruno, je vais prendre la position de directeur de site, donc sur un site pour Sophia Antipolis. Un site d'une centaine de personnes. Nous fabriquons essentiellement des implants, donc nous sommes donc dans le dispositif médical avec des implants, et sur ce site des implants pour la neurochirurgie. Des implants qui sont commercialisés de manière stérile, donc on travaille dans des salles blanches, donc à atmosphère contrôlée. Donc ça a son importance dans tout ce qui est service support pour après permettre la commercialisation de ces produits. 102 personnes sur ce site, on va dire une cinquantaine d'opérateurs, le reste étant des services support et tout ce qui gravite autour des services support. Département qualité, département affaires réglementaires, maintenance, services techniques, engineering, c'est bon, service engineering, service industrialisation, voilà. On est dans une révolution aujourd'hui, en particulier sur le marché du dispositif médical et essentiellement en Europe, du fait de ce nouveau règlement, où toutes les règles du jeu ont changé. Et il faut aujourd'hui, en particulier pour le marché européen, refaire la totalité de nos dossiers. La totalité de nos dossiers doivent être faits selon ce nouveau règlement, ce qui veut dire un impact fort sur l'activité réglementaire. Alors moi, aujourd'hui, je dis que c'est le pouvoir aux affaires réglementaires. Et il y a pénurie sur le marché de personnes qualifiées, sur les affaires réglementaires. Alors quand je dis personnes qualifiées, c'est aussi bien des techniciens affaires réglementaires, puisqu'il faut aller voir comment on enregistre et qu'est-ce qu'on met dans un dossier d'enregistrement, que de cadres qui ont au final la responsabilité de déposer ce dossier. Et aujourd'hui on a du mal à trouver. Et ce nouveau règlement qui débute, nécessite aujourd'hui un peu plus de formation, je pense, au niveau affaires réglementaires. Et ça va perdurer. Je pense que Madame Borel était d'accord avec moi. À ce jour, il en faut un peu plus. Voilà. Donc c'est aussi des axes de développement, et sachant que dans tous les cas, les réglementations sont en perpétuel mouvement et sont aujourd'hui une denrée rare. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu plus administratif. Ensuite, je rejoins sur le monde de l'entreprise, la découverte de le monde de l'entreprise et de préparer un entretien, cette notion de qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise peut attendre d'un salarié, c'est important, avec ces notions individuelles de curiosité, de flexibilité, et c'est important. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Et souvent dans nos rôles, on hésite, quand on fait une recherche d'emploi, on hésite ingénieur ou technicien, on va dire plus.
Et la balance, en fonction de... Et c'est la personnalité de l'individu, de la personne, qui va nous faire choisir un technicien plus, avec du potentiel, parce qu'on recherche des personnes évidemment à potentiel, par rapport à un ingénieur. Voilà, donc nous c'est comme ça, enfin moi c'est comme ça que je raisonne. Je regarde, je dirais, la personnalité de l'individu, bien sûr sa qualification, mais après c'est la personnalité qui est importante pour moi. Personnalité d'intégration, personnalité de travailler en équipe, personnalité de travailler à l'international, et je vais y revenir deux secondes, puisque nous sommes une entreprise internationale. Les dossiers se font en anglais, et aujourd'hui un technicien qui parle anglais, c'est aussi pas évident à trouver. Alors il y en a peut-être qui vont vous dire ouais, mais j'ai eu 250 au TOEFL ou au TOEIC. Mais non, mais faites-moi une phrase en anglais de la vie courante. Parce que des fois, ça se passe au restaurant. Hein. Vous êtes invité, un technicien, vous avez des Américains qui viennent, que vous ayez 250 au TOEIC ou au TOEFL, ils s'en foutent. Hein. C'est passez-moi le beurre, donnez-moi une cuillère, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Et déjà, ça manque en matière de curiosité d'aller vers les langues. Alors, je parle de l'anglais, mais aujourd'hui, si vous parlez encore en plus une autre langue sur un pays en voie de développement, c'est tout bénéfice. Voilà. En production, j'ai eu des difficultés à trouver sur des activités expertes bien particulières, qui sont le secteur de la métrologie. C'est important parce qu'on travaille bien évidemment avec des équipements de production, tout ce qui est métrologie, calibration. Alors, métrologie, c'est extrêmement dense aussi, hein, ça va du pied à coulisses qu'il faut calibrer pour s'assurer que la mesure est bonne, jusqu'à une métrologie qui peut être électronique. Et aujourd'hui, je trouve personne. Pendant 1 an et demi, j'ai cherché, et au final, j'ai pris en anglais, on dit un contracteur, donc un consultant peut-être, ou un consultant qui me fait cette activité de métrologie qu'il a fallu que je cherche, et qui vient, je crois, de Paris, hein, pour nous faire notre activité de métrologie. Donc ça, c'était une fonction experte dont on a besoin dans tout secteur, que ce soit médical et pharmaceutique. Et aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai du mal à trouver. Le deuxième, c'est toute l'activité microbiologie. En particulier quand vous travaillez dans des salles à environnement contrôlé, des personnes qui connaissent la microbiologie, alors pas la microbiologie, je dirais, de laboratoire, hein, c'est de la microbiologie industrielle, l'environnement de salle blanche, la microbiologie au sens... on fait de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène, on fait de la stérilisation à la vapeur, on fait de la stérilisation gamma. Donc c'est vraiment de la microbiologie industrielle. Et aujourd'hui, les autorités de santé font un focus également sur l'activité de stérilisation, parce que bien évidemment, si on dit qu'on revendique un produit stérile et qu'il ne l'est pas, ben, c'est une infection chez le patient. Donc pour moi, il est important de trouver quelqu'un qui puisse également aller discuter en face des autorités, hein, qui ont leur point de vue, avec lequel on n'est pas tout le temps d'accord, il faut le dire, et donc on doit pouvoir les challenger. Et j'ai eu extrêmement de mal sur ce site de trouver quelqu'un qui est expert en microbiologie. Voilà. Après, dans toute industrie, on se doit de faire de l'amélioration continue. On parle de lean management. C'est le mot qui revient à la mode, et je pense que c'est valable dans n'importe quelle industrie, hein. On est à la recherche de l'optimisation de coûts, bien évidemment, et des techniciens curieux qui ont envie de s'investir dans ce secteur d'amélioration continue, qui a des outils qui arrivent et qui ont fait des stages. Donc l'alternance peut être un bon support, avec une belle expérience de lean management, peut facilement également arriver à se caser, de mon point de vue. Et aujourd'hui, un technicien qui sort de l'école n'a pas cette vue, qu'est-ce que l'industrie, qu'est-ce que le lean, qu'est-ce qu'attend l'industrie. On nous demande, nous, au niveau du groupe, systématiquement de faire, donc on parle en
en coût-site, 10% par an d'économie. Donc il faut aller les chercher sur notre taux site. Donc à partir de là, il faut chercher, il faut avoir les idées, il faut faire de l'amélioration continue. Donc voilà un peu l'activité sur un site de production. Merci beaucoup. Nouvelle intervention de formation scientifique. Vous avez partagé avec nous les difficultés d'embaucher des techniciens qui ont déjà une connaissance de l'entreprise qui vous permettrait de faciliter leur intégration. Donc on va maintenant laisser place à M. Lescop, RH de métier. Est-ce que avec un attachement à l'alternance. Oui, beaucoup. Est-ce que si je parle sans micro, ça va pour tout le monde ou pas? Donc je vais mettre le micro, ça sera mieux. Merci de me donner la parole. C'est toujours difficile de finir pour ne pas répéter ce qui a été dit précédemment, mais en même temps les sujets sont assez connexes et on retrouve à peu près les mêmes constats dans toutes les entreprises, donc c'est à la fois inquiétant et à la fois rassurant. Pour ma part, je suis Per Erwan Lescop, je suis responsable des ressources humaines chez Fujifilm Medical. En très bref, Fujifilm Medical est spécialisé dans le diagnostic médical, à la fois en radiologie et en endoscopie. Donc avec Monsieur Prieur, on se tire la bourre sur l'endoscopie, notamment en gastro-entérologie où on est concurrent. Donc radiologie et endoscopie et un peu plus maintenant en life science et notamment en bioproduction. Concernant les tendances qu'on peut observer, je vais être assez macro. La première, c'est que on a des gros problèmes de recrutement. Alors pour faire bref et très synthétique, je ne reviendrai pas sur la partie réglementaire et sur la partie d'expertise, mais on cherche des commerciaux, on cherche des techniciens itinérants qui vont aller réparer chez le client, on cherche des ingénieurs applications qui vont être en avant-vente et aussi en formation auprès des clients sur comment manipuler les produits, et on cherche aussi des assistants commerciaux. Donc tous ces profils-là, ça peut être du BTS, ça peut être de l'IUT, ça peut être du Bac plus 3, Bac plus 5. En fonction du niveau d'expertise et de ce qu'on recherche, on adaptera par rapport au cursus. C'est une bonne chose pour nous, quand je dis nous, je dis IUT ou formation, c'est que l'alternance, c'est la voie royale pour le recrutement. Parce qu'il est de plus en plus rare de trouver un candidat qui correspond à nos besoins sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Tout aussi rare qu'un ministre qui n'a pas démissionné chez Boris Johnson, quoi, pour vous donner un petit peu la difficulté. Donc les process de recrutement sont longs, les candidats sont très volatiles. Un jour je suis en recherche, le lendemain je ne le suis plus, ou le lendemain j'ai retrouvé un emploi. Donc quoi de mieux que d'avoir un jeune biberonné chez Fujifilm ou dans une autre entreprise, accompagné, qui grandit pendant 1 an, 2 ans avec un parrain et qui a l'opportunité à la fin du contrat de prendre un emploi. Donc ça c'est un contrat gagnant-gagnant, donc c'est une banalité ce que je dis, l'alternance c'est important et ça rentre comme partie intégrante de notre politique de recrutement aujourd'hui, compte tenu du contexte qui est très difficile en matière de recrutement. Discuté il y a 2 jours avec un cabinet de recrutement qui ne savait pas où étaient passés les candidats commerciaux sur Paris. J'ai mis 1 an à trouver un technicien itinérant sur Narbonne. Voilà. Donc si les gens sont un peu mobiles, si les gens ont envie de s'inscrire dans le cadre d'un projet, nous accueillons tous les jeunes qui sont disponibles. Donc ça c'est une première tendance, c'est que le recrutement est très difficile. Deuxième tendance de marché qu'on observe chez Fuji, mais je pense aussi ailleurs, c'est que le monde se transforme à une vitesse folle. On a parlé de réglementaire, c'est une révolution. On a connu la crise Covid qui a été très marquante, qui a fait revoir nos pratiques commerciales, nos pratiques services. On a oublié aussi de parler des règlements en matière de relations avec les médecins. Les pratiques commerciales, les pratiques services ont aussi évolué. On ne peut plus, par exemple, offrir un croissant à un médecin. Ça, c'est interdit. Donc, ça change les pratiques. On a des conjonctures de marché où il y a des nouveaux acteurs sur le marché, sur des dispositifs très concurrentiels, des nouveaux produits. Et sur les produits, justement, on a des transformations très fortes. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, notamment en bronchoscopie, la crise Covid est passée. On était sur un marché de bronchoscopes normaux, avec à usage répété et avec du service derrière. On tend vers un marché, même s'il n'est pas à 100% comme celui-ci, vers un marché beaucoup plus jetable, avec des bronchoscopes jetables. Donc ça, c'est une vraie transformation de marché sur la bronchoscopie. Deuxième exemple,
Je vais prendre une image très simple. On est passé d'un monde où on réparait des voitures avec des mécanos à un monde où on va réparer des voitures avec de l'électronique et de l'informatique. Et ça, c'est peut-être le même métier, mais c'est pas les mêmes compétences. Donc on reparlera des compétences un petit peu après si vous le souhaitez. Donc ça, c'est une deuxième tendance de marché, une transformation, une rapidité. J'évoque pas toutes les transformations, j'occulte les transformations d'entreprise, la conduite de changement, le lean, les optimisations, etc. Mais ça en fait partie aussi, et ça implique d'avoir des gens suffisamment agiles en termes d'état d'esprit pour intégrer nos entreprises. Troisième tendance de marché, c'est qu'on est dans un univers très concurrentiel et on a une orientation très forte sur le service. Le client n'achète pas qu'un prix, il n'achète pas qu'un produit, il achète un package global. Il achète une histoire, il achète une relation, il achète un lien, de la satisfaction, voire de la recommandation. C'est vrai pour l'entreprise et c'est vrai pour les gens qui composent l'entreprise. Parce que si on n'a pas des gens qui donnent envie, si on n'a pas le technicien qui va donner envie au client, on ne vendra pas de contrat. Donc on pourra faire les plus jolis contrats du monde. Si les collaborateurs ne portent pas ça en eux, on n'y arrivera pas. Donc voilà, je voulais vous les illustrer par ces trois tendances qui ne sont pas les seules évidemment, mais quels étaient nos besoins en matière de recrutement et notamment en termes d'évolution de compétences sur l'alternance. Et on pourra préciser ensuite quelles compétences nous attendons encore plus demain. Merci. Oui, très bien. Donc, je vais vous laisser réagir si vous avez des questions. Avant peut-être, dans une seconde phase, de revenir sur les compétences attendues par ces industriels et pour nous donner des perspectives sur les parcours construits dans nos BUT. Donc, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Sylvie Héron de l'IUT d'Orsay. Donc, je suis maître de conférence au département chimie de l'IUT, mais à partir de la rentrée, je vais être responsable relations entreprises pour les 3 départements de l'IUT d'Orsay, c'est-à-dire mesures physiques, informatique et chimie. Donc moi, je rebondis sur votre demande d'étudiants en fait à la sortie qui connaissent bien le monde de l'entreprise. C'est évident que nous, en interne, c'est pas nous qui connaissons le mieux, évidemment, l'entreprise. On essaye les préparer à faire des CV, des lettres, un oral, ça on fait. Mais après, les demandes spécifiques de l'entreprise, c'est vous qui les connaissez. Dans le cadre du BUT, en fait, il y a possibilité de faire venir des intervenants, des gens du milieu professionnel. Est-ce que vous, dans vos entreprises, vos collaborateurs, vous êtes prêts à déléguer que certaines personnes viennent faire un petit module chez nous pour sensibiliser nos jeunes? En fait, je pense que ça, on en a besoin. Parce que nous, on n'est pas les mieux pour former, en fait, ce type, pour donner ce type de compétences. Alors moi, je vais répondre oui, tout à fait. Mais je pense qu'on est... Oui, bien sûr, si on est là, c'est aussi pour ça. Ouais. Donc oui, bien sûr. Aujourd'hui, si on veut être attractif aussi sur nos entreprises et faire découvrir le monde de l'entreprise, oui, on est prêt. Enfin, en tout cas, dans ma société, oui. Oui, d'accord. C'est tout pareil, que ce soit des gens du marketing, des gens de la technique, des gens de l'ARH, parce qu'il y a des sujets qu'on évoque là qui sont de l'ordre du technique et de l'opérationnel, mais on y reviendra je pense après, qui sont de l'ordre des compétences relationnelles et comportementales, mais qui ont été évoquées aussi par M. Prieur. Clairement oui. Pour cibler les enjeux, les attentes, oui. et pouvoir valoriser nos produits aussi, c'est gagnant-gagnant. Hein. Merci. Oui, bonjour. Je suis Hélène Rouge, présidente du conseil de l'IUT de Toulouse. Depuis hier, et c'est tout à fait, on entend, et vous l'avez repris dans vos propos, que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain, que ça évolue énormément, que en fait vous recrutez des profils, il faut être agile, savoir évoluer, etc. Donc c'est effectivement, c'est je pense quelque chose qui doit être pris en compte dès le départ dans la formation initiale, et on vous entend très bien,
Et je pense que c'est déjà ce que l'IUT dans sa formation fait, mais il faut aller plus loin. Ça, c'est une chose. Mais par contre, qu'est-ce que vous organisez au sein de vos entreprises? Parce qu'une fois que vous avez recruté des jeunes diplômés, 10 ans plus tard, ils sont potentiellement encore chez vous. Les métiers ont évolué. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, de votre côté, au niveau de l'entreprise, pour justement accompagner l'évolution des compétences des personnes, des salariés qui travaillent chez vous? Et ensuite, deuxièmement, est-ce que il n'y a pas des choses à mettre en place justement avec les IUT en termes de formation continue, avec cette approche par compétences, ces blocs qui vous permettent éventuellement d'aller chercher un bloc de compétences pour renforcer les compétences de vos salariés dans le temps. Oui. Donc nous, à Olympus, sur le site de Rungis, on a 3 formateurs qui sont dédiés alors évidemment à faire la formation initiale des nouveaux techniciens lorsqu'ils arrivent, et après effectivement à accompagner et à former tout au long de leur on va dire carrière les techniciens sur les évolutions qu'on peut avoir au niveau des produits. Donc effectivement, il y a des techniciens qu'on a depuis 25 ans. Et ils réparent pas de la même manière aujourd'hui que ce qui est réparé il y a 25 ans. Et donc pour ça, on s'appuie sur ces formateurs qui sont à 100% dédiés à essayer d'augmenter les compétences des techniciens, qui sont demandeurs d'ailleurs. On les recrute sur un poste spécifique. Et après, ils demandent effectivement à évoluer. Donc on les accompagne sur sur les autres postes. Et donc nous, on s'appuie sur effectivement cette force de formateurs qui forment les techniciens sur les évolutions. Donc voilà un peu ce qu'on fait en formation continue. On a aussi des systèmes de tutorat où il y a ce qu'on appelle des coordinateurs, des techniciens plus expérimentés qui accompagnent et qui aussi permettent aux jeunes techniciens d'augmenter leurs compétences tout au long de leur intégration. Donc voilà un peu comment on procède nous chez Olympus. On s'appuie sur. Mais après, c'est vrai que par rapport au cursus universitaire, une fois, on n'a pas vraiment d'interaction. Donc j'ai entendu ce que vous disiez. Je trouve que c'est intéressant, mais parce qu'on se plaint effectivement d'avoir une pénurie de main d'œuvre, de techniciens, mais alors je dis pas qu'on attend qu'ils arrivent, mais c'est un peu ça. Donc effectivement, on fait pas l'effort, je trouve, d'aller dans les IUT, dans les universités pour promouvoir notre société, mais aussi le secteur au sens large. Donc je trouve que oui, il y a quelque chose à mettre en place. Et donc nous, j'ai pas répondu tout à l'heure, mais évidemment j'étais également aussi demandeur pour qu'on participe à ces métiers, qu'on fasse intervenir des techniciens qui sont sur notre site et qui peuvent présenter effectivement ce qu'ils font et ce qu'est le métier. Alors on fait beaucoup de choses pareilles, ce qui est très bien. Donc on a des plans de formation évidemment en continu et on essaye de mixer nos orientations stratégiques, les évolutions de métier versus les attentes du terrain. Donc il y a un croisement en fait sur la partie formation à ce niveau-là. Donc à la constitution des plans de formation, on s'appuie sur des formateurs. Donc on a formé des techniciens à la formation. Donc ça c'est un point d'importance que je voulais signaler aussi, c'est avoir des gens qui soient suffisamment pédagogues pour pouvoir distiller l'information. C'est un vrai métier d'être formateur. Donc il faut qu'on s'appuie sur, et on le fait chez nous, sur une base de formateurs, à la fois sur radiologie, en itinérance, parce qu'on croit énormément au compagnonnage. Après l'apprentissage, il y a le compagnonnage, et aussi sur la partie endoscopie. On a des coordinateurs à l'identique d'Olympus, et je dirais qu'il y a un point fondamental sur tout ça, c'est évidemment la mise en pratique, mais c'est beaucoup la communication. Et quand on a des profils, enfin on a certains profils, je vais caricaturer un petit peu, mais je pense que c'est un peu vrai dans toutes les entreprises, de très anciens, qui sont là, parce qu'ils sont un peu dans le beurre, je dis pas ça par rapport à la seniorité, mais qui ont pris des habitudes, et pour les faire bouger à 2 ans de la retraite ou 3 ans de la retraite, sur des nouvelles technologies, en IT par exemple, c'est un peu compliqué. Néanmoins, c'est pas impossible, c'est une question d'état d'esprit. Donc autant à choper l'état d'esprit qui est celui-ci dès le début, quand il rentre en alternance,
que d'arriver avec des collaborateurs ou des étudiants qui soient déjà un peu fermés en termes de chakra sur ce qu'ils veulent faire demain. Donc à nous, RH, managers, d'accompagner aussi les équipes dans cette conduite du changement, dans cette évolution des états d'esprit pour préparer au changement. Chez Fuji, c'est assez facile parce que en fait, chaque année, il y a des nouveaux produits, chaque année, il y a des nouvelles technologies, donc ça change beaucoup. Mais je pense aussi à des entreprises où c'est moins le cas, j'en ai connu par le passé, où il faut sans cesse prendre la parole et communiquer. Pareil, nous on a un plan de développement. Moi j'axe surtout au niveau de deux critères principaux. Donc c'est un aspect individuel, donc un développement de la personne, et puis le développement technique. Et puis il n'est pas rare que on a souvent des VAE en fonction de la personne qui veut grimper les échelons. Et puis ensuite, tout dépend aussi de la carrière que la personne veut faire. Hein. Il y a différents types de carrières. Il y a une fonction experte, une fonction management. Voilà, donc on oriente en fonction. Alors nous, au SNITEM, plus globalement, dans le cadre du maintien des compétences, en tant que SNITEM, on fait beaucoup de formations pour les adhérents pour leur expliquer la réglementation, voilà comment ça évolue. Et puis, on travaille aussi avec un organisme de formation qui s'appelle l'IFIS, l'Institut des formations des industries de santé, où là, on est aussi beaucoup sur le maintien des compétences sur tous les principaux métiers de l'UDM. Et par exemple, on a mis en place un parcours d'adaptation du technicien de maintenance itinérant, avec par exemple la problématique pour l'itinérance pour lui, voilà, parce que quand on est itinérant, c'est pas simple. Hein. Et voilà. Mais c'est des choses qu'on pourrait très bien mettre effectivement en place en bloc de compétences avec des UT. Hein. Vous rappelez aussi que nous, en tout cas, on intervient dans au moins 25 déjà écoles et UT pour parler du secteur de manière générale, et ça depuis au moins 15 ans. Hein. Et on est toujours partant pour venir aussi présenter, aucun souci. Ok, merci. Moi, je suis Jacques Singer, ancien président de l'Union des présidents d'IUT, et je me réjouis de voir que vous êtes tous partants pour venir prêcher la bonne parole, parce que finalement, vous avez quand même un gros problème. C'est le problème de ce recrutement, hein, qui est commun aux 4 personnes qui sont là, et puis je viens de la salle d'à côté. Le problème est identique. Hein. Dans tous les secteurs d'activité, on est sur un besoin qu'on n'arrive pas à satisfaire. On cherche pendant des mois, des années. Alors, nous avons mis en place, nous avons créé en 2016 la Fondation nationale des IUT, qui est la première fondation nationale de l'université. Nous sommes 110 IUT, donc il y en a dans chacune, j'imagine, des villes où vous êtes. Et nous avons développé quelque chose qui existe, mais que nous n'avons pas utilisé, qui s'appelle le mécénat de compétences. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez dans vos entreprises. Ce que nous avons mis en place, c'est un système organisé, simple, pour mettre en œuvre des relations entre une entreprise et son IUT de proximité, de manière à pouvoir venir prêcher, j'allais dire, la bonne parole en matière d'accès et d'attraction dans vos entreprises, mais c'est une des facettes qui peut être utilisée, bien sûr, avec un contrat entre l'IUT et l'entreprise. C'est la mise à disposition à temps partiel, à temps choisi, de compétences, de cadres, de maîtrise ou autres, venant prêcher la bonne parole dans les IUT, avec, bien sûr, ça a un coût, mais est-ce que le recrutement n'a pas un coût? Ça, j'imagine que vous le connaissez. Ça a un coût, mais ça aussi, vous connaissez l'aspect fiscal des choses. Le coût est non seulement déductible fiscalement, mais donne droit à un avoir fiscal, je crois, qui doit être actuellement de 60% du coût de la personne. Finalement, c'est pas inintéressant on le fait pas pour ça, mais c'est pas inintéressant
Demandez à votre directeur financier s'il préfère pas ça plutôt que de ne pas l'avoir. Et je crois qu'on a ici finalement un outil pour vous aider à venir présenter les postes. Et surtout, si vous avez un petit peu cette fibre chevillée au corps comme on peut l'avoir nous, pour le rapprochement des IUT et des entreprises, venir essayer de leur parler de ce qu'est l'entreprise et du comportemental qu'ils doivent avoir à l'entrée comme après quelques années dans l'entreprise. Je crois que ça, Madame tout à l'heure d'Orsay le disait, les enseignants n'ont pas toutes les qualités pour essayer de répondre aux besoins que vous souhaitez, aux compétences comportementales que vous souhaitez. Je crois que le mieux, c'est de venir dans l'IUT qui vous intéresse, de proximité, déléguer un cadre pour venir pendant 6 semaines, 3 semaines, à temps partiel, 2 fois par semaine, etc. Et créer un mécénat de compétences qui finalement vous coûtera un peu d'argent, mais qui est... Et tout ça au travers de la fondation. C'est une fondation des IUT sous l'égide de la Fondation de France. C'est un contrat tripartite. Ça existe, c'est lancé cette fin d'année. Et si ça vous intéresse, on vous communiquera tous les documents. Oui, merci de vos présentations. Alors, je vais peut-être avoir un propos un peu provocateur à 2 niveaux. Alors, d'une part, effectivement, on constate les problèmes de recrutement ici, mais on n'a entendu parler que de ça depuis le début. Donc, on peut se dire, effectivement, la solution, c'est un meilleur lien entreprise-IUT. Alors, je crois qu'il existe quand même déjà un peu, voire beaucoup, et avec la réforme du but et l'apprentissage qui se met en œuvre, donc... la solution n'est peut-être pas là. Nous-mêmes, on constate le même problème en entrée, c'est-à-dire qu'on a, moi je suis en unité de Bayonne, on a notamment un département génie industriel et maintenance, donc les techniciens de maintenance ici comme partout, il y a un énorme besoin. Nous, cette année, alors c'était spécifique, mais on avait 36 places, c'est un petit département, on a eu 30 inscrits. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas à la limite entre le lien entre les centres de formation, les IUT et les entreprises, mais il est déjà en amont entre le flux entrant, c'est-à-dire les bacheliers et nous. Et notamment, on nous demande donc effectivement de recruter 50% de bac techno, très bien, mais on épuise nos listes de candidats et ils ne viennent pas. Donc le problème, je pense qu'il est peut-être plus en amont, et pour aller au bout de la provocation, on a su par exemple pendant le Covid faire des campagnes de communication énormes sur les mesures sanitaires, qui le vaccin, qui les masques, etc. Là, il est peut-être nécessaire qu'au niveau national, on prenne aussi la mesure de ce besoin de communiquer auprès des parents et des jeunes, parce qu'il y a des mentalités encore, quand on voit dans les salons, qui sont évoluées. Il y a pourtant, par exemple, des parents qui sont techniciens dans des usines, ils disent pas question que mon enfant fasse de l'apprentissage, c'est la voie du dernier de la classe. Et donc ce que je dis, c'est que la solution, elle est peut-être bien en amont, et c'est-à-dire c'est pas au bachelier, c'est peut-être depuis la 4e qu'il y ait une campagne nationale pour en gros revaloriser notamment toutes les filières industrielles, et donc il y ait effectivement des jeunes qui aient envie d'aller dans les IUT ou d'autres établissements, et donc après qu'il y ait effectivement un flux suffisant pour pouvoir alimenter les entreprises. Donc ça, c'était mon premier point un peu provoquant, c'est que le problème, il est peut-être bien en amont, et il dépend peut-être de la politique nationale de communication. On sait le faire sur certains sujets, il y a peut-être d'autres sujets qui sont peut-être au moins aussi importants. Moi, je dirais la santé et l'éducation, avec l'agriculture, c'est les 3 piliers pour vivre. Donc là, il y a un besoin. Et l'autre chose, alors encore plus provocante, là effectivement, ça concerne les entreprises. Exprès, je reprends des mots. Là, vous nous avez expliqué, alors ici, mais c'est un peu pareil dans les autres ateliers, que c'était difficile de recruter. Et on se dit, le problème, c'est effectivement, en gros, c'est ça, que nous, les établissements de formation, on forme les jeunes pour les adapter en termes de compétences aux besoins des entreprises.
Mais je vois certains mots, on peut se dire peut-être que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui doivent s'adapter aux jeunes d'aujourd'hui. Quand j'ai entendu les mots réduction des coûts, il faut réduire les coûts de 10% par an. Alors au bout de 10 ans, il doit rester du coup plus qu'un petit tiers des coûts, et au bout de 15 ans, ça veut dire qu'on est à zéro coût, c'est pas zéro carbone, c'est zéro coût. La réduction des coûts, c'est peut-être pas optimiser avec le Lean, etc. C'est peut-être pas ce qui est le plus dans l'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Quand on parle de technicien itinérant, l'itinérance, ça veut dire prendre sa voiture et aller ici et là. C'est un modèle qui peut être intéressant pour certains, mais c'est peut-être pas ce qu'un jeune a forcément envie de faire. Bouger tout le temps en voiture, c'est pas toujours génial. Quand on parle de produits jetables, on se dit c'est pas très écolo. Donc je veux dire, derrière ça, il y a peut-être aussi un besoin de penser à l'inverse, c'est de dire c'est pas les jeunes qui doivent s'adapter au monde du travail, on essaie de les attirer, mais c'est peut-être aussi que les entreprises doivent aussi prendre en compte qu'on est dans un autre monde, et les aspirants, on parle des soft skills, etc. Les jeunes qui s'intéressent plus, par exemple, plus qu'au salaire ou au poste de travail, savoir s'il y a un club de sport, etc. Enfin, il y a peut-être aussi à ce niveau-là une remise en cause que doivent se faire les entreprises elles-mêmes pour... Alors évidemment, il y a un métier, il y a un objectif à atteindre, c'est produire, alors que ce soit un bien ou un service, mais après il y a peut-être les modalités, et peut-être il y a plein de choses à repenser pour mieux adapter le... Bon, c'est exprès provocateur, hein. Je suis moi-même du génie industriel, donc il ne s'agit pas de détruire l'industrie, hein, pas du tout. Non, mais vous avez raison. Il y a les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'hier, déjà, en matière de mentalité, et on le sait très bien. Donc il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Ils sont plus aussi dans le bien-être au travail. Donc nous, on a réfléchi à ça. Donc on conçoit de plus en plus le bien-être au travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire le bien-être au travail, hein? Ça veut dire un environnement favorable de salles de repos, de lecture, d'accès à Internet pour tout le monde, à des salles de sport. On réfléchit à tout ça. Nous, on a déjà mis en place, justement pour cultiver ce bien-être en travail. Mais il y a aussi la réalité industrielle. Et aujourd'hui, la réalité industrielle, on est à la recherche de diminution de coûts, on est à la recherche de performance, et c'est donnant-donnant en fait. Mais dans tous les cas, je vous rejoins, la mentalité des jeunes d'aujourd'hui n'est pas la mentalité que moi j'avais quand j'ai débuté. Où je restais au boulot tard le soir, et aujourd'hui, à 5h sur le site, il n'y a plus personne, hein, sauf moi. Donc, mais ça, c'est... Mais ils ont peut-être raison, hein. Sur l'équilibre vie privée, vie travail, ils ont peut-être raison. Merci pour cette question provocatrice, pour reprendre le terme. Mais évidemment, on a été rapide sur les attentes et sur le contexte et sur les enjeux. Évidemment, en entreprise, on se pose ces questions-là parce qu'on a le sujet du recrutement, on a le sujet de la rétention. Et que si on recrute des gens qui correspondent à ce qu'on cherche mais qu'on ne les garde pas, on est reparti. Voilà. Donc il y a une recherche d'équilibre en fait. Et c'est des niveaux hertziens, comme en communication. Il faut qu'on parle le même langage. Donc nous, on a des demandes et un cadre, et on va aller chercher ceux qui ressemblent le plus à ce qu'on attend. Et vice-versa. Eux, ils vont venir chez nous parce qu'on ressemble plus à leurs attentes. Donc d'un point de vue business, c'est ce qu'on a essayé d'exprimer en très synthétique, et d'après, d'un point de vue politique, managérial et RH, le bien-être au travail, évidemment, il y a tous les acoustiques, mais ça commence par une chose, c'est se sentir bien dans une équipe, se sentir considéré, se sentir accepté, avoir du sens dans ses actions. On a une chance dans le médical, c'est qu'on a un vrai impact. On répare des machines qui vont sauver des patients. Et ça, c'est quand même noble. Donc on s'appuie là-dessus. Après, sur les avantages, sur le contexte actuel, je crois que le Covid a été un effet loupe et un accélérateur très fort sur ce que les gens attendaient. On a un vrai sujet sur l'itinérance. Après, l'itinérance, il y a différentes proportions, hein. L'itinérance chez nous, c'est 3 départements. Bon, je pense que ça peut aller. Mais l'itinérance fait peur. Parce que très naturellement, et moi le premier, je suis très content de voir ma femme et mes enfants.
Voilà. Et on a redécouvert le foyer, je crois, pendant la crise. Et on s'est dit, tiens, c'est pas mal. Mais la réalité nous rattrape, c'est bien, c'est pas mal, mais il faut continuer de bosser pour pouvoir entretenir le foyer. Donc c'est un cercle vicieux vertueux, je sais pas. En tout cas, il faut l'entendre, ça. Et nous, ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on a développé un maximum tout ce qui concerne évidemment le télétravail, évidemment l'autonomie dans les fonctions et la parentalité. On a essayé d'inventer des trucs un peu sympas, notamment pour les papas, qu'on oublie assez, puisqu'ils ont un rôle à jouer aussi dans leur parentalité. Non, oui, bien sûr. Oui. Non, moi c'est une question très concrète. Vous avez beaucoup parlé d'alternance, de l'importance de l'alternance. Vous savez qu'au niveau des IUT, donc on passe au bachelor sur 3 ans. Pour vous, à quel moment est-ce que c'est le mieux d'accueillir un alternant? C'est-à-dire au bout, parce que ces questions, elles se posent, il y a beaucoup de discussions au niveau des IUT. Est-ce que c'est dès la première année pour un parcours sur 3 ans, ou au contraire plutôt après 1 an de formation pour avoir des étudiants un peu plus matures et uniquement sur 2 ans, ou pourquoi pas uniquement la 3e année. Et enfin, moi je travaille dans une petite boîte et je prends des alternants, et honnêtement, par exemple, je vous fais juste prendre un alternant sur 3 ans, pour moi ça me fait peur en tant que petite boîte. Donc voilà. Mais peut-être que vous avez une approche tout à fait différente. Très rapidement pour la question, je suis assez de votre avis. Première année, on fait face au sujet de la maturité, et c'est assez variant en fonction des individus. Mais c'est vrai que plus on avance dans l'âge, quand même, plus on est censé être mature. Donc, de notre côté, nous on privilégie plutôt les contrats 1 an, voire 2 ans. Sur les 2 ans, on en a testé 2 ces 2 dernières années, ça fonctionne bien. Voilà. On les prend assez tôt, on a le temps de les voir. C'est quand ça se passe pas bien qu'on se dit, le contrat de 2 ans, ça va être long, quoi. Mais voilà, tout est question de sélection et d'identification à l'origine. Si on fait bien notre boulot, qu'on essaye de sélectionner les bons candidats, normalement 2 ans, ça doit le faire. Enfin, ce n'est que mon avis Fujifilm, là, pour le coup. 1 an ou 2, mais pas 3. Parce que le BUT, c'est une alternance sur 3 ans. Ça dépend, tout est ouvert pour le moment. Toutes les options sont ouvertes et chaque IUT peut choisir la durée de l'alternance, oui. Oui, pour l'alternance, on a essayé chez Olympus. Alors c'est vrai que il faut vraiment qu'on s'organise, nous, en termes de production, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un c'est un technicien qui n'est pas là par définition tout le temps. Donc c'est vrai que moi, en termes opérationnels, c'est pas le plus facile à mettre en œuvre. Donc je pense que 1 an, pour moi, c'est le bon format. Mais c'est sûr que c'est intéressant, on en a eu. Après, faut aussi avoir, enfin, pas un contrat avec la personne, mais parce qu'on investit, et l'intérêt, c'est ce que disait mon collègue, c'est de conserver cette personne après. Donc, et on a fait 2-3 fois des alternants qui après, évidemment, au bout alors rien n'est écrit, mais à la fin, ils ont eu leur diplôme, et puis ils ont voulu poursuivre leurs études, etc. Donc voilà, il faut vraiment que la personne qui s'engage peut-être dans l'alternance ait envie après de poursuivre et de continuer. Alors, c'est pas gravé à 100%, mais pour nous encourager à le faire, nous opérationnels, il faut qu'on se dise que c'est pas totalement du temps perdu.
après, évidemment, c'est loin d'être simple. Nous, on le fait, mais sans réforme ou sans structure. On avait des alternants en dernière année de DUT qui ont souhaité poursuivre et qu'on a gardé du coup pendant 1 an ou 2 ans en fonction de la suite. Mais on se retrouve dans cette situation où de plus en plus on ne sait pas si on continue. C'était pas prévu au départ. C'était pas prévu au départ. Si on a la porte de sortie à la fin de première année, c'est intéressant. Je pense. Parce que, mine de rien, les profils qui poursuivent en M1, M2, pour l'expérience qu'on en a et les profils qu'on en a, c'est des profils qui sont quand même de meilleur niveau. En tout cas, vu de ma petite lorgnette. Donc du coup, les garder 2 ans de plus en alternance, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas même? Oui. Oui, c'est une bonne idée. Mais il faut qu'on ait la porte de sortie à la fin de la première année. On ne sait jamais. On a un problème aussi dans nos IUT, ce sont les poursuites d'études d'un trop grand nombre de nos étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, on diplôme mais on ne forme pas de techniciens. La plupart des techniciens diplômés continuent tout de suite dans des formations master ou dans des écoles d'ingénieurs. Là, on a une injonction d'un ratio assez élevé maintenant d'intégration professionnelle immédiatement à la sortie des IUT. Mais ce que je sais du monde professionnel, c'est qu'il est logique que la plupart de nos techniciens veulent continuer parce qu'il y a une frontière en France qui est la barrière cadre-non cadre. Donc vous avez parlé de cadre intermédiaire, vous avez parlé d'embauche de techniciens plus. Voilà. Comment ça se traduit chez vous et est-ce que si vous embauchez un technicien, il peut avoir une perspective de poursuite de carrière qui fait fi de cette frontière ? Oui, encore une fois, oui. Non. Donc, on a tous un plan de développement. On met pour tout le monde un plan de développement. Donc l'appartenance d'un groupe américain fait que ce plan de développement, en fonction des souhaits de la personne, de son talent, parce qu'il faut parler aussi, fait qu'on va l'accompagner dans son plan de développement pour monter les échelons en fonction de ce qu'il veut faire. Donc oui, on a ça en place et on accompagne. On accompagne par des VAE, par des formations complémentaires, par plein de choses. Tous les donc on réfléchit à un certain nombre de dispositifs pour justement permettre à la personne de se développer. Alors, on essaye d'identifier bien les hauts potentiels. Je pense que chaque industrie est comme ça, et ceux qui ont ce haut potentiel peuvent bénéficier aussi de parcours un peu atypiques, avec alors une itinérance, mais sur différents sites, pour aussi pouvoir appréhender les différentes fonctions en passant par un siège social, en passant par une industrie, en passant par du terrain, par du commercial. Donc tout ça, c'est réservé au potentiel chez nous, en tout cas. Donc voilà. Mais on met en place ce qu'il faut pour réaliser ça. Juste un mot, je pense que ça fait partie des interactions entre les IUT et les professionnels que de venir expliquer à nos étudiants que technicien, c'est pas une fin en soi, mais que c'est un début de carrière au sein du monde professionnel. Et ça, c'est vraiment un échange qu'il faudrait accentuer. Cette année, 2 techniciens qui étaient passés cadre ingénieurs, soit par une VAE, soit par des formations et leur expérience professionnelle. Donc c'est pas... À titre personnel, je sais pas que je veux pondérer, mais c'est que technicien, ça peut être une fin en soi. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on a 100 techniciens, les 100 techniciens vont pas pouvoir évoluer sur autre chose. Donc, il faut qu'il y ait des techniciens pour qui technicien, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que on veut les garder. Alors, on les forme, on les fait évoluer, mais on n'aura pas des postes, des évolutions à promettre aux 100 techniciens que l'on a.
Oui, oui. que je valorise. Donc il faudrait comment les intégrer au sein du monde professionnel. Ceux qui choisissent tout de suite de continuer, parfois par des formations pas forcément de qualité, mais qui leur permet de rêver à ce bac plus 5 qui les porte tout de suite à un statut 4 dans l'entreprise. Alors moi je vais évincer le problème, puisque à l'exception des techniciens Repair Center, donc sédentaires, nos techniciens itinérants sont tous cadres, quel que soit le niveau d'études. Pourquoi ? Parce qu'ils sont autonomes et qu'on ne veut pas s'embêter à suivre leurs horaires, qu'on se le dise autrement. Donc du coup, on met des statuts cadres avec le forfait jour. Donc c'est de la technique juridique. Ils travaillent un nombre de jours, ils planifient leurs rendez-vous, ils développent l'autonomie. Qu'ils soient bac plus 3, bac plus 5, peu importe. Donc je démystifie le statut. Ils auront tous un fixe, un variable, un véhicule de fonction et un panier repas. Là où ça va jouer la différence, c'est la rémunération. Mais après, c'est des politiques d'entreprise. Il y a des entreprises qui sont très attachées au diplôme, à l'école, etc. pour la rémunération. Et puis il y en a qui le sont un peu moins, mais qui vont être peut-être plus attentifs. Les deux ne sont pas incompatibles, ils peuvent se mêler aussi. À la performance, aux réalisations, à l'esprit volontaire, à l'investissement, etc. en cours de carrière. Donc des choses qui peuvent être empochées un peu moins chères au début. On ne se rattrape jamais, on court toujours derrière, mais évoluer plus fortement en termes de rémunération de par ses réalisations, et non pas forcément son diplôme. Moi je pense, et je suis convaincu, que le diplôme par contre n'est pas une fin en soi, et que c'est tout le début. L'évolution, les parents ne la voient pas. Donc il y a un énorme travail de communication à faire auprès de nos jeunes. Et vous, ensuite, je dirais que quand vous prenez les jeunes en alternance, c'est super parce que déjà ils se révèlent. Moi j'ai toujours adoré ce type d'enseignement. Je vous assure, comme je dis à chaque fois, en début d'année, j'ai un étudiant, au bout de 2 alternances, j'ai un salarié devant moi. C'est vraiment génial. Il apprend en fait la vraie vie chez vous, c'est le terme que j'utilise, et c'est à vous à ce moment-là, avec l'alternance, de lui montrer en fait le fait de pouvoir s'arrêter et puis de reprendre éventuellement plus tard. Alors, juste pour le statut cadre, je pense que ça dépend quand même beaucoup du métier et puis de la politique d'entreprise. Hein. Parce qu'effectivement, là, ce que disait Père-Erwan, on est plutôt sur des techniciens itinérants avec d'autonomie. Et puis chez Olympus, c'est des techniciens d'atelier, quoi. Donc, vous voyez, c'est quand même pas le même métier. Donc, on peut pas. Il y a une diversité, quoi, de métiers aussi, ne serait-ce que dans le métier de technicien. Et n'hésitez pas à faire la pub auprès de vos étudiants pour nos... Parce que là, les jeunes et moins jeunes viennent présenter, justement, ils expliquent leur métier, comment ils sont arrivés, comment ils peuvent évoluer. Merci beaucoup.